soir, en nous promenant dans Rouen, Hugo et moi sommes tombés sur une vieille bâtisse abandonnée. Poussés par la curiosité, nous nous sommes approchés et nous sommes entrés. Et psst, tu crois que c'est bien ce qu'on fait ? Oh, t'inquiète, Max. On jette un coup d'œil et on fait demi-tour. D'accord, mais tu passes devant, hein ? Oui, monsieur Chochotte. Nous étions loin de nous douter que notre goût pour l'aventure allait être autant sollicité. Et qu'est-ce que tu fous ? En vrai, je sais pas si c'est un mur porteur. Non mais tu crois vraiment que c'est le moment ? Oh, mais attends. Oh, ça sonne creux ici. Dégommons le mur. Oui, ou sinon on peut passer par la porte qui est juste là, hein. Ah oui, oui. Pas con. Et qu'est-ce que tu lis là, juste au-dessus de la porte ? Office de radiodiffusion, télévision française. Hugo, regarde. C'est quoi cet engin là ? Je sais pas trop là, ça m'a l'air d'être une machine. Nous nous sommes retrouvés tous les deux devant une table, 2 fauteuils autour et étaient posés au-dessus des micros reliés ensemble par des toiles d'araignée tapissées de poussière. Bon, alors on fait quoi ? On s'en va, hein, c'est mieux. Oh, mais attends. Oh, regarde, il y a un bouton juste là. Mais arrête tes conneries, on va se faire gauler ! Oups. Entre ici, Jean Moulin. Fais les valises, on rentre à Paris. Je vous ai compris. J'accuse. Et nous sommes rentrés à Paris. Il est 20h, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale. Nous sommes le 15 juillet 1789 et nous allons revenir tout au long de ce journal sur les événements de la journée d'hier qui, à coup sûr, vont marquer l'histoire de notre pays. Et aujourd'hui, comme très souvent, je suis accompagné de notre expert, Hugo Brébion. Hugo, bonjour. Oui, bonjour Maximilien, comment allez-vous ? Très bien, et vous-même ? Bah écoutez, très bien, hein. Malgré Alors. cette journée historique. Oui, je pense, journée historique, on peut le dire, On peut le dire. On peut le dire. Hugo, vous étiez en bas de la Bastille hier, Oui, je oui. crois. Vous allez pouvoir nous apporter votre éclairage tout au long de cette émission sur ce dont vous avez assisté. Et puis aussi, à vos connaissances, on reviendra dans le passé pour comprendre un petit peu les enjeux de cette Le journée. pourquoi du comment. Exactement. Avant de revenir sur les jours qui ont précédé cet événement pour pouvoir l'expliquer, nous allons retracer ensemble ce qui s'est passé hier dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine à Paris, endroit où se situe la forteresse de la Bastille depuis le XVe siècle. Puis nous reviendrons en détail sur l'histoire de cette bâtisse. Et enfin, Hugo, vous nous parlerez des enjeux qui règnent autour de cette prison d'État. Évidemment. Nous avons pu récolter hier de nombreux témoignages pour comprendre ce qui s'est réellement déroulé au pied de la Bastille dans le quartier du Faubourg Saint-Antoine. Une colère noire a envahi les Parisiens qui avaient un objectif en tête, faire tomber cette prison, symbole du pouvoir absolu du roi. Alors selon nos premières informations, après avoir été prendre les armes stockées à l'hôtel des Invalides, les insurgés voulaient s'emparer des réserves de poudre qui se trouvaient dans la forteresse. C'est alors que des dizaines de Parisiens armés se sont approchés de la Bastille, mais certains n'avaient en leur possession que des bâtons en bois, des fourches, des pieds de tabouret même, tout ce qui pouvait faire arme. Tout le monde avait évidemment en mémoire les répressions suite à l'affaire Réveillon le 28 avril dernier, plus de 300 morts. Alors, selon les témoignages, les Parisiens ne voulaient pas se laisser faire et étaient plus que déterminés à la faire tomber, cette fameuse prison. Donc avant de passer à l'assaut, pas moins de 4 délégations ont été envoyées pour négocier avec le marquis de Launay, gouverneur de la Bastille. Dans un premier temps, l'hôtel de ville de Paris a envoyé 3 représentants, Jacques Bellon, Joachim Charton et Billefond. C'est au milieu d'une foule moqueuse qu'ils ont difficilement réussi à atteindre la forteresse afin de s'entretenir avec le gouverneur.
Plusieurs témoins ont rapporté qu'une loueuse de chaises a même fait amuser la galerie et qui était en train de les imiter. Je crois qu'Hugo, vous avez pu effectivement la voir, cette loueuse de chaises en question, en train d'imiter la délégation. Oui, c'était très drôle. C'était très drôle. Le gouverneur a fait savoir qu'il s'agissait des seuls, cette délégation, les seuls à pouvoir entrer. Alors les propos de l'entretien ne sont pas ouvertement connus, mais les 3 envoyés de l'hôtel de ville ont demandé à ce que les canons soient retirés comme une menace directe au peuple de Paris. Et il faut savoir que le marquis de Launay, dont le père était également gouverneur de la Bastille, a fait augmenter la sécurité de la Bastille ces jours-ci. Alors je crois qu'on peut dire que suite à cette délégation, les canons ont effectivement été retirés, je crois Hugo. Oui, ils ont été bougés à un moment donné, évidemment, au vu de la pression mise par le peuple autour de la Bastille. Tout à fait, mais je crois qu'il y a eu pas mal d'incompréhension autour de cette action, puisque la colère de la foule n'a pas désempli, et pour cause, l'entretien s'est éternisé, et il semblerait que les 3 hommes aient même été invités à déjeuner par le marquis, sauf qu'à ne pas les voir revenir, les esprits continuent de s'échauffer et toutes les théories ont fusé. Donc une deuxième délégation, peut-être la plus importante de la journée, a été envoyée par la suite, dirigée par Jacques-Alexis Thuriot de la Rosière. Sa mission était de demander au marquis la reddition de la forteresse. Alors Rosière est entré dans la forteresse à 11h du matin, et il en ressort 2 heures après. Mais il semblerait qu'il ait échoué dans sa mission. La Bastille ne s'est pas rendue et ne fournira pas la poudre. En sortant, il est d'ailleurs pris à partie par des manifestants qui le saisissent au col. Il est seul car les soldats qui étaient chargés de sa protection se sont perdus dans la foule. On lui crache dessus, on déchire sa redingote. Il s'est trouvé d'ailleurs en très mauvaise posture avant que ses 2 protecteurs le retrouvent et l'exfiltrent un peu manu militari. Il est reparti à l'hôtel de ville pour faire son récit et a fait savoir que le gouverneur a promis de ne pas faire tirer le premier. Donc il espérait évidemment, par cette négociation, calmer la foule. Donc c'est alors que le peintre et dessinateur Claude Cholat s'est fait remarquer. Il a obtenu l'ouverture d'un magasin de poudre du quartier pour récupérer déjà un petit stock qu'il a apporté au pied de la Bastille et ils ont pu ainsi armer l'un des canons que les Parisiens avaient pu apporter. Désormais, il n'était plus possible de discuter. Plusieurs canons étaient tournés vers la Bastille. Donc il est difficile dans ce genre de contexte de savoir qui a tiré le premier. Le marquis a fait promettre qu'il ne serait pas celui-là. Pourtant, à la mi-journée, une balle provenant de la Bastille va faucher un jeune garçon, un postier dont le nom n'est pas connu. Il peut s'agir du premier mort symbolique de cette journée. Cependant, le lieutenant commandant de flux qui commandait la garde suisse de la Bastille racontait que les premières balles seraient venues de la foule. Pour l'heure, pour l'instant, nous ne savons pas encore qui a tiré en premier et c'est vraiment parole contre parole pour l'instant. Voilà. Tout à fait. Et même nous, au sein de cet événement, nous avons été aussi dans la compréhension totale de ce qui s'est passé à ce moment-là. Tout à fait. Et c'est vrai qu'avec la foule qui était massée devant la Bastille, il est très difficile de savoir exactement d'où a pu partir effectivement le coup de feu. Donc c'est ainsi, parce qu'il faut quand même en arriver, je le rappelle, à comment ils ont pu pénétrer dans la Bastille. Et en fait, ce sont 2 hommes, Louis Tournay et Aubin Bonnemère, qui ont utilisé les toits pour tomber dans la cour de la Bastille. Alors certains racontent qu'ils cherchaient les clés partout pour déverrouiller le pont-levis, alors que dans le quartier, le bruit courait que les portes de la Bastille allaient bientôt s'ouvrir. La foule se massait sur le passage du pont, ils voulaient tous être là, ils voulaient être les premiers à pénétrer dans cette prison, à faire tomber cette prison symbolique. Et c'est ainsi que les soldats de la Bastille ont tiré tout feu sur la foule qui s'empressait et qui voulait entrer. Donc, ne trouvant pas les clés, Louis Tournay s'est alors acharné de rage et d'émotion avec sa pioche, on peut l'imaginer, contre les chaînes du pont-levis, et c'est alors que le pont se baisse, tuant hélas malheureusement au passage un assaillant qui se tenait trop près. C'est à ce moment-là que nous avons décidé avec mes camarades à ce moment-là de s'éloigner un peu de ce qui se passait pour ne pas avoir le risque derrière de se faire tuer au vu du mouvement Exactement, populaire. Et de ne pas prendre de risques inconsidérés, l'information est importante. Je voulais être là aujourd'hui pour vous en parler. Tout à fait, et merci Hugo d'ailleurs d'être venu parmi nous.
Puis la foule a pu donc pénétrer dans les lieux. Alors c'est une guerre en plein Paris qui s'est déroulée. Les balles n'ont cessé de tomber. Les Parisiens se défendent et brouillent la vue des soldats avec des calèches de paille enflammées, alors que ces derniers continuent de viser des femmes et des hommes qui se trouvent au pied de la forteresse. Le feu finit par cesser vers 2 heures de l'après-midi, alors que des centaines de personnes gisent au sol, morts ou grièvement blessés. Alors pendant cette accalmie, la 3e délégation, je vous ai parlé de 4 délégations durant la journée d'hier, nous sommes à la 3e délégation de l'hôtel de ville qui est arrivée, mais qui n'a même pas pu atteindre les murs. Ils ont été repoussés par des coups de feu dirigés à leur encontre. Au milieu des feux de paille, des balles qui fusent, des corps qui tombent, voilà que le gouverneur tente d'envoyer un message aux insurgés par le biais d'un garde. Seulement, je pense que pour les personnes qui ont pu voir la Bastille de leurs propres yeux, ils ont pu se rendre compte qu'il y avait un fossé qui séparait le passage où se trouvent les insurgés à ce moment-là et la main de ce garde qui tendait ce papier. Et c'est à ce moment-là qu'un certain Ray Beaucourt va parcourir le quartier pour trouver une planche pour atteindre le fameux message qui est peut-être un des éléments clés de cette journée, le message du marquis de Launay. Il est attendu d'ailleurs Ray Beaucourt de pied ferme par une foule impatiente de savoir ce qu'ils vont découvrir. Alors il finit par faire ouvrir le magasin du menuisier Le Marchand pour lui emprunter une planche, et c'est Michel Béziers, le premier, qui va monter sur cette planche avant, hélas, de tomber et de se fracturer l'épaule. Bon, je crois que Michel Béziers se porte pas trop mal. Il est entre de bonnes mains et voilà. Sa vie n'est pas... n'est plus en danger. N'est plus en danger. Voilà. Certainement mal à simple l'épaule. fracture. Mais voilà, tout à fait. Mais finalement, un deuxième arrive, un certain Élie, qui parvient à récupérer le message et qui le lit. Et le marquis de Launay a écrit « Nous avons 20 000 barils de poudre. Nous ferons sauter le quartier de la garnison si vous n'acceptez pas la capitulation de la Bastille à 5 heures du soir, le 14 juillet 1789, signé Launay. » Vous vous rendez compte de cette menace, la menace qu'il a fait peser sur le peuple de Paris à ce moment-là. Il a remis de l'huile sur le feu à ce moment-là. La foule s'est grondé d'un seul coup. Au moment où la lettre a été reçue, elle a été lue devant tout le monde. La foule s'est encore plus tendue. Tout à fait. On peut imaginer les dégâts que causerait 20 000 barils de poudre à exploser en plein Paris. Donc devant cette menace, la foule n'accepta pas la capitulation et demande à la forteresse de se rendre et qu'il n'arriverait rien à personne. Les événements deviennent flous, mais il semble qu'elle ait fini par se rendre d'elle-même. Le lieutenant général de la garde suisse a réussi à s'en sortir, prétendant qu'il n'avait fait que répondre aux ordres. Mais le marquis de Launay n'eut pas la même chance. Il a été emmené à l'hôtel de ville, frappé sans cesse sur le chemin par une foule qu'on peut imaginer de méprisante, de violente même. Puis près de l'hôtel de ville, il fut tué à coups de baïonnette et on demanda à un jeune boucher de découper sa tête avant de la promener dans Paris. Je crois que ce spectacle, Hugo, vous en avez été témoin. Une scène terrible, évidemment. Ça a été terrible pour nous, déjà pour les images. Donc, c'est très bien que les images n'existent pas, qu'on ne peut pas vous les montrer, mais arrivé à ce moment-là, nous avons tourné la tête avec mes camarades, car nous ne pouvions pas regarder cette scène d'une extrême violence. Voilà. Oui, nous pouvons effectivement imaginer. Alors au total, le nombre des victimes est impossible à établir à l'heure actuelle. Il semblerait qu'il y ait eu au moins 84 morts. Parmi les prisonniers libérés figuraient quand même, c'est important de le dire, 4 faussaires, un homme accusé d'inceste, un autre fou se prenant tantôt pour, ça va faire sourire certaines personnes, se prenant pour Louis XI ou Louis XIV. Enfin, le dernier était un ivrogne vraisemblablement un peu régicide sur les bords. C'est pour ça qu'il a fini à la Bastille. Alors entre spontanéité et préparation liée à la colère qui montait depuis des mois en province et à Paris, nous pouvons affirmer aujourd'hui que notre histoire a connu un véritable tourment. Mais Hugo, maintenant je vais vous laisser la parole car j'aimerais comprendre, et je pense que nos auditeurs également, comment on a pu en arriver là, en arriver à cette journée terrible, 84 morts quand même. On se rend compte, mon cher Maximilien, quand même que cette journée du 14 juillet est quand même un événement qui, je pense, va être majeur dans les années à venir. Hein, c'était un moment historique. Mais, bien sûr, évidemment, il faut quand même voir le pourquoi du comment, tout ça.
la France est confrontée, on le sait, Maximilien, à Tout à une fait. grave crise économique depuis ces dernières années, sous notre bon roi Louis XVI. Et la dette nationale ne fait que s'élever, elle s'aggrave par la participation française à la guerre d'indépendance américaine. Les impôts aussi sont lourds et les inégalités économiques entre les différentes classes sociales, le clergé, les nobles et le tiers-état, sont de plus en plus évidents. Le système social, lui, de son côté, est quand même profondément inégalitaire, si on passe ce principe-là. Tout à fait, tout à fait. Voilà. La société, voilà, comme je l'ai dit, est quand même divisée en trois ordres. Le clergé et la noblesse, eux, de leur côté, bénéficient quand même de pas mal de privilèges importants, tandis que le tiers-état, le peuple qui s'est soulevé ce 14 juillet, lui n'a pas beaucoup d'avantages, et même pas du tout d'avantages à ce moment-là. Pas d'avantages fiscaux, en tout cas. En tout cas, face à la crise financière, Louis XVI, lui, a voulu convoquer des États généraux cette année-là. Pour expliquer quand même à ceux qui nous écoutent que les États généraux, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des assemblées extraordinaires qui réunissent surtout des représentants de toutes les provinces appartenant aux trois ordres de la société, donc encore une fois le clergé, la noblesse et le tiers-état, et ils sont convoqués par le roi pour traiter de plusieurs thèmes, souvent pour des crises politiques, d'une guerre ou d'une question militaire ou fiscale derrière. Tout à fait. À préciser, je me permets Hugo, Oui, allez-y. que les États généraux ont en France pas été réunis depuis 150 ans. Oui, à Donc ce moment-là, c'est vrai. c'est effectivement une mesure importante. Depuis 1614. Tout à fait. Depuis Hugo, 1614, tout à fait. ça n'a pas été convoqué par le roi. C'est d'ailleurs durant ces états généraux qu'on peut décider de la levée de nouveaux impôts ou d'engager des réformes pour le pays. Les états généraux s'ouvrent à Versailles le 5 mai. Plus de 100 000 députés se massent dans la salle à colonnes spécialement construite pour l'occasion. Le roi, entouré de la reine et des princes du sang, trône au fond. Il est dit d'ailleurs qu'il ouvre la séance par un discours sans ambition. Suivent des paroles sans volonté de réforme qui n'appellent qu'à la levée d'impôts, excusez-moi. Mécontents et conscients des attentes du pays, les députés du tiers-état prennent les choses en main et donnent naissance le 12 juin, avec quelques députés du clergé, à la première Assemblée nationale. Le processus de prise de décision au sein des États généraux a créé des tensions car le tiers-État demandait une représentation proportionnelle et des réformes radicales. Faut pas non plus abuser. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Le tiers-État s'est proclamé Assemblée nationale le 17 juin 1789, affirmant son intention de représenter la volonté nationale. Cela a marqué le début de l'opposition ouverte entre la monarchie et les représentants, entre guillemets, du peuple. Les tensions se sont exacerbées à Paris. Les rumeurs de l'armée du roi, prête à agir contre l'Assemblée nationale, ont provoqué des émeutes dans la capitale. Autre moment qui fait monter les tensions, c'est le renvoi de Necker, ministre des Finances, ce 12 juillet, ministre apprécié par Tout la à fait. population. Qui a proposé, des informations qu'on a, qui a suggéré au roi de lever des impôts auprès du clergé et de la noblesse qui n'en payaient pas jusqu'à maintenant. Ce qui n'a pas plu au roi, au vu des conséquences derrière pour Necker. Il aurait été rapporté qu'un certain Camille Desmoulins, un avocat et journaliste français habitant sur Paris, que je ne connais pas personnellement, aurait dit mot pour mot le jour du renvoi de Necker dans le café de Foix, je cite, « prendre les armes contre le gouvernement du roi ». Les Parisiens étaient également préoccupés par le manque de nourriture et les inquiétudes économiques, comme je le disais au tout début. Les Parisiens, inquiets des intentions du roi, enfin des rumeurs derrière tout ça, ont commencé à chercher des armes pour se défendre. La Bastille, une forteresse médiévale utilisée comme prison, a été considérée comme un symbole de l'oppression monarchique et était également perçue comme une source d'armes potentielles. Ce fameux 14 juillet, la foule parisienne va attaquer la Bastille pour obtenir des armes et libérer des prisonniers politiques. La forteresse a finalement été prise, comme déjà raconté par Maximilien tout à l'heure, marquant un tournant, je pense, majeur pour la France. Tout à fait. Et je pense que dans les événements à venir, mon petit doigt me dit qu'on va entendre parler de Camille Desmoulins encore plusieurs fois. Et là, Hugo, je lance un appel. S'il y a moyen d'obtenir une interview pour avoir le témoignage de ce Camille Desmoulins sur cette journée. J'essaierai. Après, c'était des paroles de la foule qui m'ont raconté ce fameux Camille Desmoulins. Mais c'est peut-être intéressant. Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Et je me permets de caler, puisque nous sommes en direct, de pouvoir caler une information qui nous vient à l'instant. Le roi a été mis au courant dans la nuit des événements par le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, et le roi a demandé s'il s'agissait d'une révolte, et Liancourt aurait répondu non, une révolution. C'est-à-dire que même le roi, qui est maintenant au courant des événements, a conscience de l'importance de l'événement qui s'est déroulé hier. Alors, non pas pour défendre le roi, mais Monsieur Liancourt peut-être a des paroles peut-être assez graves. De parler de révolution envers le roi, nous verrons bien. Tout à fait. Donc nous sommes effectivement revenus donc, sur cette crise économique que nous vivons, sur les incompréhensions. On sent qu'il y a eu pas mal d'incompréhensions autour de ces événements qui ont amené à la prise de la Bastille. Mais depuis le début de cette émission, nous parlons de la Bastille. Mais qu'est-ce que c'est la Bastille ? Quel est le symbole ? Alors vous allez nous parler, Hugo, du symbole de la Bastille dans un instant. Pour l'instant, je vais retracer une partie de l'histoire de la Bastille. C'est tout un symbole de l'absolutisme du pouvoir royal qui est tombé. Et nous allons dans un premier temps donc retracer son histoire pour comprendre où nous mettons les pieds. La première pierre de la Bastille a été posée au XIVe siècle sous le règne de Charles V. À l'origine, la forteresse faisait partie de tout un ensemble de fortifications construites pour protéger Paris, et la Bastille fait partie du système de défense et elle avait pour objectif de protéger la porte Antoine à l'est de la capitale, l'une des entrées de la ville à cette époque. Alors à l'origine, vous l'auriez sûrement compris, elle n'était pas destinée à devenir une prison. C'est le fameux cardinal de Richelieu qui a marqué notre histoire, qui en fait une prison au début du XVIIe siècle, et c'est sous le règne de Louis XIV qu'elle gagne sa sinistre réputation, car avec l'absolutisme mis en place par le roi Soleil, une simple lettre de cachet suffisait à être embastillée, c'est-à-dire que le roi décidé de par lui-même de vous emprisonner, jusqu'à il y a très peu de temps, il n'avait aucune obligation ni à la tenue d'un procès, ni à la moindre justification. Le roi décide, on n'a rien à dire. C'est toujours d'actualité à notre époque, Maximilien. Tout à fait, mais vous allez voir, Hugo, qu'il y a une information qui vous aura sûrement échappé. Peut-être. Mais il ne faut pas croire que cette prison accueillait les gens du peuple. La plupart des prisonniers qui ont été emprisonnés à la Bastille étaient des nobles, au moins des gens de l'aristocratie. Et du beau monde est passé dans cette prison. Je ne sais pas si vous avez cette longue mémoire en tête, mais Nicolas Fouquet, par exemple, ce surintendant des finances, propriétaire du château de Volvicomte, qui avait eu le tort de faire de l'ombre au roi Soleil, y a séjourné en 1663, avant d'être transféré au donjon de Pignerol, où il finit ses jours en 1680. Puis-je faire une blague ? Allez-y. On peut dire qu'il a voulu éclipser le roi Soleil. Bravo Hugo. Merci beaucoup. Si je continue un petit peu les prisonniers célèbres, il y a eu aussi le marquis de Sade qui a été emprisonné du 29 février 1784 au 2 juillet. Le marquis de Sade, célèbre écrivain très sulfureux, dirons-nous, qui a été accusé de viol et embastillé donc en 1684. Et puis enfin un célèbre écrivain, Voltaire, première fois en 1617 et une deuxième fois en 1626. Effectivement, ses écrits dérangeaient. En 1626, il est d'ailleurs frappé dans la rue par Guy-Auguste de Rohan-Chabot qui l'avait apostrophé à la Comédie Française quelques jours plus tôt. Voltaire veut faire justice lui-même, mais Rohan fait partie d'une des familles les plus puissantes du royaume et le fait donc embastiller. Il y restera pendant 15 jours, donc cette deuxième fois en 1626.
Puis c'est également à la Bastille que va prendre son importance la légende de l'homme au masque de fer, le plus célèbre des inconnus. L'homme au masque de fer, le prisonnier dont on ne connaîtra probablement jamais l'identité, est arrivé à la Bastille en 1698 et y finira ses jours en 1703. Qui était ce mystérieux prisonnier? Qu'avait-il fait pour mériter la prison? Mais également les égards qui allaient avec. Protégé par un masque de fer, puis de velours noir, sa légende n'a cessé de grandir durant ce siècle qui se termine. On raconte qu'il avait des privilèges accordés par Saint-Marc, le gouverneur de la Bastille à cette époque. Voltaire racontait un jour de désespoir, le prisonnier aurait gravé au couteau un message au dos d'un plateau d'argent. Il le laissa choir par la fenêtre de sa cellule, mais le pêcheur qui repêcha la missive ne savait pas lire, et ainsi le plateau revint aux mains du gouverneur. Une lettre de la belle-sœur du roi Louis XIV à sa tante Sophie de Hanovre raconte que le masque de fer était bien traité, certes, mais menacé de mort s'il décidait de dévoiler son identité. Parmi les noms avancés de l'origine du masque de fer, il y avait le duc de Beaufort, petit-fils d'un bâtard du roi Henri IV, disparu durant le siège de Candie en Crète en juin 1669. Un pamphlet anonyme de 1645 a donné le nom également du comte de Vermandois, fils naturel de Louis XIV et de sa favorite Louise de la Vallière. Ou encore, il y avait également avancé la thèse qu'il s'agirait d'un domestique du fameux Fouquet dont on parlait tout à l'heure et qui en savait trop sur l'affaire qui entourait le surintendant des finances Fouquet. Au final, il faut se faire une raison, nous n'aurons probablement jamais la réponse. Mais peu importe, cette histoire, comme tant d'autres, est la preuve des fantasmes et des légendes qui errent autour de la forteresse du faubourg Saint-Antoine. Dernièrement, il ne faut pas l'oublier que le roi Louis XVI a, et c'est donc pour ça que je me permettais de vous reprendre Hugo tout à l'heure, Louis XVI a aboli les lettres de cachet en 1785 et devant l'inutilité de la prison, notre roi a même envisagé un temps de la raser. Alors il semble que ce soit la fin de la Bastille et que le quartier du faubourg Saint-Antoine va changer de tête. Hier, en fin de journée, un homme, Pierre-François Pallois, est venu avec environ 700 ouvriers et a commencé à attaquer sans autorisation les pierres de la Bastille. Et entre 1770 et 1780, un mythe s'est développé autour de la Bastille qui en fait aujourd'hui un symbole du pouvoir royal absolu, qualifié par des auteurs comme le célèbre Mirabeau, qui a été élu notamment le 5 mai dernier aux États généraux. Mirabeau parlait d'un asile du despotisme. Alors Hugo, je crois que l'information importante, c'est que la Bastille est tombée hier, mais elle a commencé à être détruite le soir même. Oui, le soir même, elle a commencé à être détruite. Alors, est-ce que cela va continuer ? Je le pense encore. Je crois qu'encore aujourd'hui, elle était déjà en train de se faire encore détruire. Mais nous verrons bien dans les prochains jours. Tout à fait. Et je crois qu'Hugo, maintenant, vous allez un petit peu plus nous parler du symbole de la Bastille, du symbole que représente sa chute hier. Le symbolisme derrière cet acte historique est riche et complexe, reflétant les aspirations politiques, sociales et symboliques de notre époque, Maximilien. La Bastille était une prison d'État, et est toujours, encore aujourd'hui, une prison d'État. Mais son symbolisme dépasse largement son rôle de centre carcéral. Elle est perçue comme un symbole du despotisme royal et de l'arbitraire du pouvoir. Sa capture a été interprétée comme un acte de libération du peuple français des chaînes de l'oppression monarchique. C'est des paroles que j'ai pu entendre au sein du peuple. La prise de la Bastille marque quand même le début formel, peut-être, d'une révolution. Tout à fait. Peut-être. En s'emparant de cette forteresse, les révolutionnaires, et je fais des guillemets, mais vous ne le voyez pas, moi je fais des guillemets, ont envoyé un message fort, indiquant leur détermination à contester le pouvoir absolu du roi et à lutter pour les idéaux de liberté, d'égalité
et de fraternité. Ça pourrait faire un très beau truc, ça. Je pense que ça ferait un très très beau beau, très belle même devise de la France. Moi, On parlait de la destruction de la Bastille, Maximilien, il n'y a même pas 2 minutes. En détruisant la Bastille, Maximilien, les révolutionnaires ont également envoyé un message fort sur l'égalité devant la loi. Tout à fait. Et il y a un point, je me permets de vous couper Hugo, mais il y a un point effectivement. Je vous permets pas. Moi je me permets. Allez-y. Merci Hugo. Non mais il y a quand même un point important, c'est que le peuple réclame de partager le pouvoir du roi depuis ces événements ces derniers jours. Un pouvoir qui était depuis Louis XIV, on l'a rappelé quand on parlait de la Bastille tout à l'heure. Oui. Un pouvoir absolu. Le peuple veut partager le pouvoir du roi. Il veut avoir un pied d'égalité, même au sein des trois ordres. On voit bien que le clergé et la noblesse sont vus par le tiers-état comme des personnes qui ont beaucoup d'avantages, même peut-être parfois trop. Parfois trop. Ce ne sont pas mes paroles, je ne veux pas de problème. Mais le tiers-état... C'est ce que vous avez entendu de la part de plusieurs personnes. Évidemment, avec le soutien parfois de quelques clergés, de quelques nobles. J'ai pu parler avec du monde et il y avait quelques clergés et quelques nobles. Il y avait quelques membres du clergé et quelques nobles, tout à fait Hugo, merci de le préciser, Oui, c'est important. Il faut préciser, alors après c'était une minorité. Voilà, souvent c'est le clergé le plus pauvre qui se rallie au peuple également. Aux pauvres aussi, oui, non, vous avez raison. La noblesse c'est ce qui m'a surpris le plus quand même. Oui. Mais ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient là quand même. La forteresse, elle est aussi souvent associée à l'emprisonnement arbitraire de personnes innocentes ou des prisonniers politiques. Sa capture a été perçue comme un acte de justice, symbolisant la fin des privilèges de la noblesse et du clergé, et l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Enfin, c'est un appel du peuple. L'assaut de la Bastille a été largement aussi soutenu par les Parisiens, et symbolisait aussi la montée en puissance du mouvement populaire. Cela a renforcé l'idée de la souveraineté populaire, montrant que le pouvoir ultime réside dans la volonté du peuple et non dans l'autorité monarchique. Comme vous l'avez dit, Maximilien, il n'y a même pas 2 minutes. Outre son importance symbolique, la Bastille est également perçue comme une source de munitions et d'armes potentielles. Il est vrai, pour aller vers la Bastille, le contexte et l'envie principale d'aller vers la Bastille, c'est aussi pour avoir ses munitions. Tout à fait. Il y avait cette peur, comme je vous disais, de la peur de l'armée du roi. La capture de la forteresse a donc également eu des implications pratiques en termes d'approvisionnement en armes pour les insurgés. La prise de la Bastille a rassemblé des individus de diverses classes sociales, symbolisant ainsi l'unité, je pense, naissante de la nation française dans son opposition à notre régime actuel. Tout à fait. Cet événement a contribué à effacer certaines divisions traditionnelles et à promouvoir, peut-être dans le futur, une France unie face à... Bon, attention, ce ne sont toujours pas mes paroles, ce sont les paroles du peuple qui parle de tyrannie. La destruction physique de la Bastille, qui se passe en ce moment même, pendant que nous parlons, je pense, symbolise quand même peut-être la fin d'une époque. Voilà. Tout à fait. Je pense que nous pouvons affirmer que le monde de demain sera de toute façon différent. Oui, il faudra apprendre des leçons de tout ça. Tout à fait. Et je crois, Hugo, puisque nous parlons de la chute et de la destruction de la Bastille, nous avons Ah oui, je viens de recevoir la même chose que vous. Ah, vous avez la... Mais je vous laisse la lettre. Je vous laisse faire écoutez, la dépêche que nous avons reçue à l'instant. Nous venons d'apprendre, là tout de suite, que le roi vient d'annoncer à l'Assemblée qu'il demandait aux troupes aux portes de Paris de se retirer de Paris. Tout à fait. Voilà. Donc c'est vraiment que cet événement a quand même une importance sur les décisions du roi. Tout à fait. Je crois, Hugo, qu'en conclusion, nous pouvons dire que la prise de la Bastille, en tout cas que ce 14 juillet 1789 va rester dans l'histoire, que cette prise de la Bastille, elle a une importance et qu'elle aura une importance sur les mois, les années à venir. Oui, il faut quand même voir aussi les choses de beaucoup plus loin. Enfin, après, peut-être que ça ne se fera pas. Mais là, ça a touché Paris. Attention à ce que ça ne touche pas la France entière. Évidemment, je pense que l'événement va avoir pas mal d'écho dans les provinces françaises. Je pense que ça va beaucoup parler, ça va beaucoup expliquer ce qui s'est passé, et ça va peut-être donner des idées en soi à d'autres personnes pour montrer leur mécontentement.
Tout à fait, et je pense que nous aurons l'occasion effectivement d'envoyer des journalistes en province pour savoir comment l'événement a été ressenti dans les provinces françaises, Oui. mais également à l'étranger, car il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, la plupart des monarchies d'Europe sont dirigées, en tout cas par certaines, par des membres de la famille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, dont le pouvoir est remis en cause en France. Oui, comment cela va être pris par les autres pays étrangers, comment ça va être pris par les autres pays étrangers, savoir comment va être vu le roi, son image auprès de tous ses voisins. Tout à fait, mais en tout cas ce sont des événements que nous aurons l'occasion, donc nous rappelons l'information de ce journal, donc la Bastille, la célèbre forteresse du Faubourg Saint-Antoine qui est tombée hier, 84 morts, rappelons-le également, et que la Bastille, le bâtiment même de la Bastille est en train d'être détruit depuis même hier au soir. Et puis, rappelez quand même que les troupes qui étaient cantonnées autour de Paris, le roi a décidé, à la suite de cet événement, de les retirer. Donc on peut effectivement imaginer... Pour l'instant, balle auprès de ce qu'on va appeler là tout de suite peut-être des révolutionnaires. Parce ils ont le contrôle de la Bastille, ils détruisent la Bastille pour l'instant, et le roi de son côté, lui, recule. À voir dans les prochains jours comment ça va se passer, en espérant quand même un retour au calme le plus vite possible, évidemment. Tout à fait. Merci en tout cas beaucoup Hugo d'avoir quand même pris ces risques en ayant été informé, en ayant été à la Bastille hier pour recueillir ces témoignages, ces informations. C'est vraiment le journalisme en tout cas que nous défendons sur notre radio, d'être au plus près des événements. Donc merci Hugo. Écoutez, de rien, mais je ne vous remercie pas de m'avoir envoyé là-bas. J'ai eu très peur pour ma vie. J'imagine Hugo. Voilà, mais écoutez, non, sans rire, merci beaucoup, ça m'a fait aussi très plaisir de pouvoir en tout cas être dans un événement aussi, je pense, qui va être important dans les prochaines années. Tout à fait, et porteur d'espoir aussi pour certaines personnes. Et de peur peut-être pour d'autres. Tout à fait. Merci beaucoup Hugo en tout cas, merci chers auditeurs d'avoir assisté à donc cette édition spéciale. Nous aurons l'occasion d'en reparler dès demain midi, certainement pour le journal de ces événements, donc de cette prise de la Bastille. Donc merci à tous de nous avoir écoutés, passez une très belle soirée et à bientôt. Au revoir. Sur de nombreux points, la Révolution française a apporté à la France de nouvelles valeurs qui résonnent encore aujourd'hui. Nous avons commencé à parler d'abolition de l'esclavage, de fixation des prix, de la fin des privilèges de la noblesse, d'égalité de par la naissance. De ces règles est née la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789, dont le premier article nous indique que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce texte est l'élément fondateur de notre droit. Toutes les constitutions, toutes les lois en découlent. Avec le temps, nous avons grandi le H du mot « homme » pour attribuer les mêmes droits aux femmes. Plus de 2 siècles après ces événements qui ont changé à jamais notre histoire, nous n'avons cessé de nous battre pour faire valoir les droits et valeurs humaines. C'est un combat que nous devrons mener jusqu'au bout. À travers le monde aujourd'hui, des hommes, des femmes, des enfants souffrent des exactions humaines, souffrent de la concentration des pouvoirs en une seule personne, souffrent du despotisme qui ne provoque que la mort. À travers l'histoire, nous avons pu compter sur de grandes figures qui ont changé à jamais notre existence. Olympe de Gouges, Victor Schœlcher, Jean Jaurès, Angela Davis, Simone Veil, Robert Badinter, c'est à eux que nous devons notre liberté de vivre, notre liberté de croire ou de ne pas croire, notre liberté de parler, de chanter, de hurler. Alors faisons en sorte de faire perdurer ces valeurs dans le respect de la dignité humaine. Remettons l'être humain au centre de nos préoccupations et les malheurs disparaîtront de la surface de la terre.